Ça me change un peu des terrains de foot, on va dire. Dernièrement, un footballeur à la retraite a fait le buzz. Jérémy Mathieu. Et oui, l'ancien défenseur du Barça avec plus de 600 matchs pro au compteur et aujourd'hui employé chez Intersport. Celui qui était habitué à la pelouse du Camp Nou ou même du Stade de France range désormais des crampons et des ballons au rayon football. Une reconversion aussi simple que surprenante et qui marque un besoin de reconnexion au monde réel après plus de 20 ans dans une bulle de privilèges. Parce que c'est ça la réalité d'un footballeur. Entre 30 et 40 ans, leur carrière s'arrête et du jour au lendemain, il faut tout recommencer. Savoir se réinventer, trouver un sens, une routine ou un nouveau rêve. De plus en plus de footballeurs anticipent cette retraite et se mettent de nouveaux objectifs en tête. Par exemple, Phil Foden, l'ailier de Manchester City, a déjà annoncé qu'à la fin de sa carrière, il lancerait un vlog consacré à la pêche. Oui, la pêche est la plus grande passion de notre ami Philou. Il y a aussi Eduardo Camavinga qui a inauguré en 2024 son propre barbershop à Rennes en collaboration avec son frère. Ou encore Aurélien Tchouaméni qui s'est lancé dans le podcast avec The Bridge aux côtés de Sébastien Abdelhamid. Et il y a même des footballeurs comme Adil Rami ou Harrison Manzala qui sont devenus streamers, partageant leur quotidien et parfois leur coup de gueule en direct sur Twitch. Des fans de Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. Je sais pas, tu mets des gros trucs bling bling avec des gros diamants, il se prend pour un Américain. Casse les couilles. Il y a également plein d'autres exemples du côté des footballeurs moins connus de Ligue 1, notamment à Nantes, la ville où j'ai vécu 20 ans. Je peux citer Jean-Charles Castelletto, l'ancien Nantais qui a ouvert avec sa femme un cabinet d'esthétique à Lorient. Ou alors à l'époque Kofi Gigi qui était un défenseur nantais et qui avait un barbershop dans le centre-ville de Nantes avec sa femme. C'est là où j'allais me couper les cheveux de temps en temps. Et ce qui était cool, c'est qu'il passait souvent dire bonjour à ses employés, mais aussi aux clients. Et ça faisait franchement plaisir. Vous l'aurez compris, quand on creuse un peu, on découvre que l'après-carrière des footballeurs est souvent très inattendue. Que ce soit par l'ouverture de commerce, de podcasts, de start-up, de e-sport, d'entrepreneuriat et même de reconversion sportive avec pourquoi pas des arts martiaux comme Vicente Lizarazu. Parce que oui, le champion du monde 98 après avoir tout gagné avec les Bleus et le Bayern est devenu champion d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien et ça à 47 ans. Bravo Vicente. Alors oui, c'est vrai, la plupart des footballeurs restent dans le milieu en tant que consultant, entraîneur ou même président, pourquoi pas. Mais il y en a d'autres qui ont des reconversions complètement folles et c'est ceux-là qui nous intéressent aujourd'hui. Alors installez-vous bien, prenez de quoi manger ou de boire, mettez le petit pouce bleu, abonnez-vous et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et on est parti pour les retraites les plus folles des footballeurs. C'est parti! Mais juste avant de commencer, laissez-moi 30 secondes pour vous parler du sponsor de cette vidéo, les frérots de chez Unibet. Avec mon code BR10 et le lien en description, vous avez une offre de fou, 10 € offerts sans dépôt et votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € en free bet s'il est perdant. Je vous rappelle bien entendu que c'est seulement pour les personnes majeures et responsables qui savent gérer leur argent, personne ne devient riche avec les paris sportifs donc faites attention, c'est seulement un amusement. Et je tiens à dire aussi que je vous remercie toutes les personnes qui s'inscrivent avec le code BR10 et le lien en description, ça me permet de vivre de YouTube, vivre de ma passion et de mon rêve, donc je vous en suis infiniment reconnaissant. Mais faites attention quand même car les paris sportifs peuvent être dangereux, donc pariez seulement des petites sommes occasionnellement, je compte sur vous. Le lien est en description et en premier commentaire et on est directement parti pour le chapitre 1. Faut pas se mentir, entre foot et musique, ça a toujours matché. Même ego, même énergie, même goût pour la mise en scène. Alors forcément, certains footballeurs ont voulu passer du terrain au studio. Mais avant qu'on parle des footeux à la retraite, on peut aborder le fait que des footballeurs encore en activité aiment s'amuser en faisant de la musique, comme Raphaël Leao par exemple, ou encore l'ancien parisien Moïse Kean, ou même le néerlandais Memphis Depay. D'ailleurs, l'ancien lyonnais est vraiment bon dans ce domaine je trouve, enfin du moins c'est le meilleur des trois, et d'assez loin de mon point de vue. Mais ça ne date pas d'hier que les footballeurs essayent le rap pendant leur carrière. L'exemple le plus connu date de 2010 avec le Noébé Karim Benzema. Le Ballon d'Or ne l'a jamais caché, il est très fan de rap et est proche de grands rappeurs comme Niska ou fut un temps Booba avec qui il a popularisé l'expression « fumier ». Fumier, 9 de I. Ridicule. Mais en 2010, c'est bien avec Rof qu'il collabore sur le son Fais-moi la passe pour quelques mesures, mais qui auront bien fait parler. De la Ligue 1 à la Liga, je transperce les filets du Barça. Arrête.
Peut-être qu'à la fin de sa carrière, il se reconvertira, hein, on sait pas. Dans cette vibe-là, il y a un an, il y avait eu du buzz sur le rappeur 2Wild qui serait en fait un footballeur de l'équipe de France. Un an et demi plus tard, on sait toujours pas si c'était un coup de com' ou si c'était réel, mais si jamais c'est vrai, moi je mettrais une pièce sur Randal Kolo Muani par rapport à la diction du rappeur et aussi au peu de son visage qu'on a pu apercevoir sous le masque. Mais je crois que le favori des réseaux sociaux, ce serait plutôt Konaté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, revenons à nos moutons, il y a aussi et surtout des footballeurs à la retraite qui se lancent dans ce domaine avec pour ambition de devenir des nouvelles stars de l'industrie en mode Justin Bieber. Baby, baby. On peut commencer cette liste avec Djibril Cissé qui est DJ. L'ancien international français aux 96 buts en Ligue 1 a fait de sa passion d'adolescent son métier. Et comme tout bon DJ, il a un nom d'artiste, DJ Cheba. DJ Cheba au platine, pull up, ouais. Et franchement, ça marche très bien pour lui. Il joue dans des clubs branchés, des festivals, des gros événements, la vraie vie d'artiste. J'ai commencé à mixer, j'avais 14 ans. Donc techniquement, la musique était déjà présente avant que je sois footballeur professionnel. Ça a toujours fait partie de ma vie. Et pour l'anecdote, DJ Snake et Vladimir Cauchemar, deux des plus gros DJ français et internationaux, ont validé le travail de Djibril Cissé et l'ont même invité sur scène une fois à un festival. Ouais, on est copains avec William, donc avec DJ Snake. Et il me convie à son concert, j'étais dans les spectateurs. Et du coup, il me propose de venir jouer avec nous. C'était une bande de potes, il y avait Vladimir, Cauchemar, Dirty Swift, Cut Killer. De venir passer des disques avec eux, c'est assez incroyable. Félicitations pour le parcours, monsieur Cissé. Et dans le même style, on a Christian Vieri, l'un des plus grands attaquants italiens de l'histoire, qui est lui aussi DJ depuis sa retraite en 2009. Il sillonne les boîtes de nuit italiennes sous le magnifique nom DJ Bobo. Je suis désolé, mais les noms de DJ ça me fera toujours rire. Après lui ça va parce que c'était son surnom Bobo Vieri lorsqu'il jouait au football. Autre légende du football qui est désormais dans la musique, c'est le géant casqué Petr Cech qui est désormais batteur. Bah non, pas ça frérot, essaye de faire un effort, faut suivre quand même. Il est batteur comme John Bowman ou Carlito. Ouais, je suis désolé, c'est mes seuls rêves dans ce domaine-là, c'est pitoyable. L'ancien gardien de Chelsea et véritable légende de ce sport a une chaîne YouTube où il poste ses créations et ses reprises depuis 10 ans. Et j'ai l'impression qu'il en a rien à faire de sa chaîne YouTube parce que certains jours il met en ligne 4 publications et des fois il est absent pendant quasiment un an. Mais bon, apparemment ça marche parce qu'il a beaucoup plus d'abonnés que moi, peut-être que je devrais essayer cette stratégie, mais en attendant n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien les gars. Et d'ailleurs lors de son passage à Arsenal, il avait même constitué un groupe d'un soir avec Nacho Monreal et Alexis Sanchez à l'occasion des fêtes de Noël. Vidéo culte. En parlant de Noël, abordons désormais une reconversion musicale en lien avec la religion. Et je vais vous parler de Jackson Martinez, qui a été une véritable star du FC Porto de 2012 à 2015, empilant les buts en championnat et en Coupe d'Europe. Il avait même signé à l'Atlético pour 35 millions d'euros. Il y avait donc énormément d'attentes autour de lui. Malheureusement, il a seulement marqué 3 buts en 22 matchs et 6 mois plus tard, il est parti en Chine pour 42 millions d'euros. Donc ouais, c'est fou, en 6 mois, l'Atlético de Madrid a fait un bénéfice de 7 millions pour un joueur qui a complètement flop. Ils peuvent clairement dire merci à la Chine. Mais malheureusement pour lui, même sur le continent asiatique, ça va être compliqué parce qu'il jouera seulement 16 matchs en 3 saisons à cause d'une énorme blessure à la cheville. Suite à ça, il a essayé de se relancer au Portugal à Portimonense, mais malheureusement, il se rendra vite compte que son corps n'a plus le niveau pour le monde professionnel et il prendra donc sa retraite en 2020 pendant le Covid. Mais là où Jackson Martinez a été bon, c'est qu'à partir de 2018, il a commencé à penser à sa reconversion et à passer des heures et des heures en studio à chanter du rap chrétien. Et oui, apparemment la famille, le rap chrétien, ça existe. Et ce n'était pas qu'un simple hobby, car actuellement il en est à son 4e album et sa chaîne YouTube cumule des millions de vues avec un clip le plus populaire à 367 000 vues. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me agarro a él con toda mi fuerza. Vous l'aurez compris, il n'a pas le buzz de Drake ou Sean Paul, mais ça reste pas mal du tout et surtout, il se rapproche de sa foi, il fait ce qu'il aime, donc c'est tout à son mérite. Restons dans le rap, mais cette fois-ci bien loin du rap chrétien, puisque je vais vous parler de Kevin Prince Boateng, qui est vraiment le cliché du rappeur. Dans sa première chanson, Prince Boateng l'avait intitulé King, en toute modestie. Tu me diras en même temps le mec s'appelle Kevin Prince, pas juste Kevin, pas juste Prince, Kevin Prince. Bon après moi je m'appelle Benoît Rémy, donc c'est peut-être pas mieux. Du côté des plus anciens, on peut parler d'une légende du foot français qui s'est lui aussi essayé au rap. Devenir champion du monde, visiblement ça donne des ailes.
Je vous parle bien d'un champion du monde 98, monsieur Youri Djorkaeff. Et on aurait pu même aborder le cas Emmanuel Petit, qui s'y était aussi essayé pour célébrer le titre, mais Youri Djorkaeff avait une envie artistique un peu plus profonde que son ancien partenaire chez les Bleus. Le côté obscur et assumé, comme le débardeur, et les paroles entraînent une réflexion profonde sur soi-même. Il a sorti une seule chanson dans les années 2000, et faut le dire, ça a pris un sacré coup de vieux. Princesse, tant de choses nous séparent, ma vie c'est le hasard. J'ai tatoué sur mes bras, tagué dans ma mémoire, le dessin de nous deux, le duo de tes yeux. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on préférait le Snake sur la pelouse ou dans les médias pour nous parler de football, plutôt que derrière un micro, où là c'est un petit peu plus compliqué franchement. Et pour rester dans le thème des anciens, on avait aussi vu deux légendes marseillaises de l'ère tapis, Basile Boli et Chris Waddle, collaborer sur une musique assez délirante, We've Got a Feeling. Bon, le clip a certes très mal vieilli, mais il est quand même archi drôle, et je vous laisserai juger par vous-même leur niveau de chant, leur talent artistique. Personnellement, j'ai pas envie de tailler des anciennes légendes marseillaises, en tant que parisien ça va mal passer. Certains footballeurs, quand ils raccrochent les crampons, se voient pas vraiment sur une scène musicale, sur un plateau télé ou derrière un bureau. Non, eux ils visent beaucoup plus haut, bien plus haut, parce qu'ils visent Hollywood. Et forcément, quand on parle de footballeur-acteur, un nom revient tout de suite, Eric Cantona. Le roi Eric, star de Manchester United, légende en Angleterre, poète, philosophe et parfois révolutionnaire à ses heures perdues. D'ailleurs, ça a l'air d'être un homme honorable parce qu'en ce moment on le voit beaucoup soutenir la Palestine. Bref, Cantona, quand il ne menace pas les banques ou ne se présente pas à la présidence de la République, il aime jouer la comédie. On l'a vu dans des films français, anglais et même dans des pubs mythiques pour Nike. Et bien entendu, toujours avec ce charisme presque royal. Autre joueur star qui est passé sur les écrans de cinéma, c'est bien évidemment Zlatan Ibrahimovic, le géant suédois. Mais comme il le dit si bien lui-même, c'est pas lui qui va à Hollywood, c'est Hollywood qui vient à lui. En 2023, il a fait ses débuts au cinéma dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dans le rôle d'Antivirus, le garde du corps de Jules César. Et autant dire qu'il n'a pas eu besoin de forcer le jeu d'acteur. Un costume rouge et noir pour rappeler l'AC Milan, une épée, 2 répliques, et boum, Zlatan avait déjà volé la vedette à tout le monde. Et d'ailleurs, vous le savez sûrement, mais ça fait toujours du bien de le rappeler, mais les Astérix sont coutumiers du fait d'inviter des footballeurs dans les différentes éditions, et personnellement, quand j'étais enfant, ça m'avait énormément choqué de voir Zinedine Zidane dans Astérix aux Jeux Olympiques. Il jouait le rôle de numéro 10, le cousin de Jamel Debbouze, et il avait quelques répliques plutôt marrantes. Arrête de me casser les pyramides. C'est toi, arrête de me casser les pyramides. Et pour ceux qui s'en rappellent, il termine même sa séquence par une passe à une autre légende du sport, Tony Parker. Franchement, c'était la classe, moi ça m'avait fait rêver. Mais Zlatan, Cantona ou Zidane ne sont pas les seuls à vouloir briller dans l'acting. Un autre champion du monde 98 squatte littéralement tous nos écrans. Il a fait un peu de cinéma, beaucoup de théâtre où il a du succès, mais surtout énormément de publicité YouTube. Et oui, vous voyez très bien de qui je parle, Monsieur Franck Leboeuf, alias Vendezvotrevoiture.fr. Franck, je n'ai pas de voiture, laisse-moi tranquille par pitié, j'en peux plus de te voir sur toutes les vidéos. Je n'ai pas de voiture. C'est un truc de fou, c'est quoi le budget pub de Vendezvotrevoiture.fr? On les voit partout, laissez-nous respirer. Enfin bref, on sait très bien que c'est pas la faute de Franck Leboeuf, mais c'est vrai qu'il devient hyper énervant. Mais attention quand même, un peu de respect parce qu'il a très bien réussi sa retraite de footballeur, c'est un très bon acteur, un très bon comédien sur les planches de théâtre, et en plus de ça, il nous a offert un mème complètement légendaire avec Kurt Zouma. Et puis, juste à côté de Hollywood, il y a ceux qui n'ont pas juste tenté le cinéma, mais qui ont carrément choisi le show à l'américaine, direction la WWE, le temple du catch mondial. Et c'est là-bas qu'on retrouve Tim Wiese, ancien gardien international allemand entre 2008 et 2012. Un mec à gros caractère, grande gueule, toujours prêt à en découdre, bref, le candidat parfait pour le catch. Mais sauf qu'avant de monter sur le ring, il a dû prendre 40 kilos de muscles en un an et s'est entraîné comme un malade pour être pris au sérieux. Et bien évidemment, pour ses débuts en Allemagne, chez lui, il a gagné et il a conquis le cœur de tous les fans. Malheureusement pour Tim Wiese, l'histoire s'est vite arrêtée, désaccord financier sur le contrat long terme avec la WWE, ce qui a donné donc un contrat non renouvelé et la fin du rêve pour lui. Mais bon, il a le droit de le dire, Tim Wiese a été catcheur professionnel, même si ça n'a duré que moins d'un an, entre 2016 et 2017. Toujours au cinéma, on peut également parler de Neymar, qui en dehors de sa passion pour le poker et le streaming, s'est offert quelques apparitions dans le monde du cinéma et des séries. En 2017, en plus de signer au Paris Saint-Germain, il fait ses débuts sur grand écran dans le film Return of Xander Cage,
Mon accent est éclaté, je suis au courant. Un film d'action complètement fou avec Vin Diesel et Samuel L. Jackson. Alors attention, Neymar y joue, mais il est loin d'avoir un grand rôle dans ce film. C'était d'ailleurs sa première apparition au cinéma et c'est déjà un très bon début, puisqu'on le voit dans la scène d'ouverture, assis en face de Samuel L. Jackson qui tente de le recruter comme agent secret. Autant vous dire que c'était vraiment de l'argent facile pour lui parce qu'il avait pas beaucoup de texte à apprendre, mais il a quand même réussi à mettre une belle frappe durant sa scène, parce qu'avant d'être un acteur, ça reste bien évidemment un footballeur. L'expérience lui aura visiblement plu, puisque par la suite il est apparu dans la série au buzz international, La Casa de Papel. Et oui, vous l'avez peut-être oublié, mais Neymar est bien dans la série Netflix où il joue un rôle totalement improbable, celui d'un moine brésilien. Ouais, je suis d'accord avec vous, les Espagnols ils ont honte de rien, mettre Neymar en moine, franchement fallait le faire. Allez, il est l'heure de s'attaquer aux footballeurs qui ont vraiment changé de métier pour des activités plus originales qu'on n'aurait jamais pu voir venir. L'exemple le plus connu des reconversions loufoques est sûrement Stéphane Guivarc'h. L'ancien numéro 9 a eu une carrière de haut et de bas. Il a notamment remporté la Coupe du Monde 98, mais sans marquer un but, et il l'avoue lui-même, c'est un énorme regret. C'est sûr que forcément ça restera toujours une petite pointe de regret qui fait que j'ai joué la finale mais j'ai pas marqué. Pire encore, il est même arrivé en tête de la liste du Daily Mail des 500 pires attaquants à avoir jamais joué en Première Ligue. Et ça seulement avec 4 matchs joués à Newcastle pour un petit but, c'est quand même très sévère. Mais en tout cas, faut croire que pour que la France gagne une Coupe du Monde, le numéro 9 doit rester muet toute la compétition, à l'image de Stéphane Guivarc'h ou d'Olivier Giroud. C'est peut-être ça qui nous porte bonheur finalement. En 2022, Giroud a marqué, on a perdu. Peut-être que s'il n'avait pas marqué, on aurait gagné. Mais bref, comme vous le savez peut-être, Stéphane Guivarc'h fait désormais profil bas et vend des piscines dans sa ville natale, Concarneau, en Bretagne. Alors on va pas passer 10 ans sur Guivarc'h dans cette vidéo parce que c'est quand même très connu qu'il est devenu vendeur de piscines. Par contre, info supplémentaire intéressante, c'est que depuis un an, il est président de l'US de Tringinque, petit club breton de R2. Et excusez-moi d'avance les Bretons si j'ai mal prononcé le nom de la ville. Autre reconversion du même type, c'est Benjamin Janot, l'ancien attaquant de Lorient notamment, est désormais vendeur de voitures BMW. Il compte plus de 300 matchs et plus de 50 buts chez les professionnels, mais au départ, à la retraite, il a bien galéré, il est allé chez France Travail comme tout le monde ou anciennement Pôle Emploi, et il ne savait pas du tout quoi faire. Il y a eu quelques reportages sur lui, et ça a l'air d'être un mec très bien, qui reconnaît lui-même que niveau salaire et responsabilité, ça lui a fait bizarre au début. À la fin du premier mois, j'étais allé voir les comptables avec ma première fiche de paye, et je leur avais dit en rigolant, vous n'avez pas oublié de mettre un 0 sur le ton de la blague. Et on peut le comprendre, quand tu passes de 50 000 € par mois à 2500 peut-être, ça doit faire mal. Vous vous souvenez de Danny Drinkwater, le milieu de terrain formé à Manchester United, surtout connu pour son duo magique avec N'Golo Kanté lors du titre de Leicester en 2016 ? Eh bien, accrochez-vous, parce que vous ne devinerez jamais ce qu'il fait depuis qu'il a la retraite. Il n'est pas devenu acteur, chanteur ou coiffeur, mais ouvrier dans le BTP. Oui les amis, l'ancien double champion d'Angleterre bosse désormais sur les chantiers. Après avoir touché jusqu'à 135 000 € par semaine à Chelsea, où il n'a pourtant jamais su s'imposer, Drinkwater a connu une longue descente aux enfers. Dépression, alcool, accident de voiture, solitude, il expliquait récemment « Je vivais à Londres, seul, sortir et boire était la manière la plus simple d'oublier, mais au final, ça ne réglait rien. » Alors c'est pas marrant, c'est même très triste, mais un mec dont le nom de famille c'est Drinkwater, donc boire de l'eau, qui devient alcoolique, ça s'invente pas les gars. Mais heureusement, aujourd'hui, à 35 ans, il semble enfin avoir trouvé la paix. Sur Instagram, il partage des vidéos de lui, casque sur la tête, planche sous le bras, hilar avec ses collègues. Et quand certains internautes se moquent de lui en disant qu'il a touché le fond, il répond « Soyez sage, j'adore trimer sur les chantiers, c'est un choix ». Alors oui, c'est une reconversion complètement improbable, mais franchement, je trouve que ça fait plaisir de voir un footballeur qui a atteint des niveaux comme ça, retourner dans le monde réel, se reconnecter aux vrais métiers qui ont du sens pour la société. Franchement, félicitations Danny Drinkwater. You can be proud of you. Je te la fais en anglais au cas où si tu tombes sur la vidéo, mon Danny. What we want to do. Joueur suivant, est-ce que vous saviez que El Matador est devenu producteur de myrtilles ? Alors non, pas celui-là, pas Edinson Cavani, mais Marcelo Salas, une légende de Serie A et du football chilien, qu'on surnommait lui aussi El Matador. L'ancien buteur de la Lazio et de la Juventus a décidé de tourner complètement la page du football pour se consacrer à une vie beaucoup plus paisible au milieu des champs de myrtilles. Et oui, Marcelo Salas est aujourd'hui à la tête d'une exploitation agricole dans sa région natale de Temuco au Chili. Il produit et exporte ses propres fruits et s'est même lancé dans le bio.
Et là, je vous parle pas du petit producteur local du coin qui donne des myrtilles à ses voisins, non. Là, on parle d'un producteur international, l'un des plus gros du marché, qui exporte plus de 500 000 à 600 000 kilos de myrtilles par an. Autant vous dire que Marcelo Salas a autant de succès avec les myrtilles qu'il en avait avec les défenseurs de Serie A. Une reconversion très étonnante, oui, mais qui colle parfaitement à sa personnalité. Discret, travailleur et attaché à ses racines. Autre exemple de reconversion que j'aime beaucoup, c'est Marco Sciarra, l'ancien latéral droit du Paris Saint-Germain qui a disputé 5 saisons sous nos couleurs. C'est d'ailleurs le seul club où il a joué en dehors du Brésil et c'était un de mes joueurs préférés de cette époque du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il ne voulait pas quitter le Paris Saint-Germain, mais c'est Leonardo, lorsqu'on est passé dans l'ère QSI, qui lui a demandé de partir. Personnellement, j'adorais ses longues touches, ses centres et surtout le respect qu'il avait pour les supporters. À partir de 2018, Marco Sciarra se reconvertit comme agent de joueur et s'associe à son propre représentant au sein de la société Tavera Sports Group. Mais c'est pas du tout cette reconversion-là qui nous intéresse, mais le fait qu'il soit devenu pasteur évangélique. Et je vais m'appuyer sur un texte biblique pour parler un petit peu de mon témoignage, de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. On parle quand même beaucoup de religion dans cette vidéo, je suis en train de me rendre compte. Toujours du côté du Paris Saint-Germain de cette époque, je vais vous parler de Grégory Bourillon. L'ancien défenseur français a joué au PSG de 2007 à 2010 et j'ai un souvenir de fou avec lui, c'est que j'avais mis un but du milieu de terrain sur PES 2008 contre mon frère. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça, ma mémoire n'a aucun sens, mais je me rappelle très bien. Alors Grégory Bourillon, vous êtes peut-être quelques-uns à avoir acheté son maillot du Paris Saint-Germain par le passé, mais aujourd'hui, si vous le croisez, il aura un gilet floqué Intermarché. Un transfert surprise pour le grand public, mais pas pour ses proches, ni pour lui. J'ai toujours baigné dans le commerce depuis petit, donc mes parents étaient commerçants, donc c'est quelque chose que je connaissais, mais pas du tout la grande distribution. Ça me change un peu des terrains de foot, on va dire. Vous l'aurez compris, Grégory Bourillon, après une carrière modeste, mais pas sans succès, puisqu'il a gagné la Coupe de la Ligue 2008 avec le Paris Saint-Germain, et en plus de ça, il dit que c'est le meilleur souvenir de sa carrière. Il a décidé d'échanger les strass et les paillettes du monde du football contre des palettes et des pièces de monnaie chez Intermarché. Et c'est tout à son honneur, je te tire mon chapeau Grégory Bourillon. Enfin, je te le tire pas vraiment parce que là je suis pas coiffé, j'ai pas envie que les abonnés voient ça. Et d'ailleurs, pour terminer sur Bourillon, il confesse avoir passé ses diplômes pour intégrer les clubs en tant que dirigeant, mais ça n'a pas réussi. Mais il garde quand même un souvenir hyper stylé de ces études-là, c'est qu'il était camarade de classe avec un certain Zinedine Zidane. C'est pas mal quand même. Du côté des reconversions sportives, on sait tous que Gareth Bale rêve de devenir golfeur professionnel. Il a même participé à plusieurs tournois semi-pro comme le BMW PGA Championship Pro AM. C'est quoi ces noms de tournois à rallonge, c'est une galère. Et il possède également son propre mini-golf chez lui au Pays de Galles. Mais si je vous disais qu'un autre ancien footballeur professionnel a lui intégré le vrai parcours professionnel de golf, et pas n'importe qui, un ballon d'or, celui de 2004, Andrei Shevchenko. L'ancien attaquant de l'AC Milan et de Chelsea, véritable légende en Ukraine, a décidé après sa retraite en 2012 de réaliser un rêve qu'il nourrissait depuis longtemps, devenir golfeur professionnel. Sheva a obtenu en 2013 sa licence sur le European Challenge Tour, l'antichambre du circuit européen, et a participé à son tout premier tournoi, le Kharkov Superior Cup, organisé en Ukraine. Son ambition était claire, prouver au monde entier qu'il pouvait réussir dans un autre sport que le football. Il s'était entraîné plusieurs années, notamment avec des pros italiens, et prenait ça très au sérieux. Autrement dit, ce n'était pas juste un passe-temps de retraité riche, mais la marche était haute. Très haute, et ça malgré tout son talent et toute sa rigueur. Sheva n'a jamais passé le cut dans ses compétitions. Il terminait souvent dans les dernières places, loin des meilleurs. Et ce qui est triste pour lui, c'est que même si c'est la plus grande légende tout sport confondu en Ukraine, les médias l'ont pas raté. Il disait par exemple: Shevchenko a marqué des buts contre Buffon, mais au golf, c'est le trou qui gagne toujours. Et finalement, face à des résultats décevants, après quelques compétitions officielles professionnelles, il a décidé d'abandonner. Mais son amour pour le sport est resté intact. Aujourd'hui, Shevchenko est président de la Fédération ukrainienne de football et reste très engagé dans le développement du sport dans son pays, aussi bien sur le terrain que sur les greens. Bon, on a fait le tour avec le golf, passons maintenant d'un mec qui tapait la balle à quelqu'un qui dégommait tout avec sa voiture. Parce que la prochaine reconversion, ça pue l'essence, la vitesse et les amoureux de Sébastien Loeb. Et oui la famille, je vous parle de Fabien Barthez, champion du monde 98 bien évidemment, qui est devenu pilote de course automobile. Après avoir accroché les gants en 2007, Barthez n'a pas mis longtemps à retrouver l'adrénaline de la compétition. Passionné de sport automobile depuis toujours, il décide de se lancer sérieusement dans les courses. Et attention, là je vous parle pas d'un petit
petit championnat amateur du dimanche de karting. Barthez s'engage directement dans le championnat de France FFS AGT, puis dans les 24 heures du Mans. Sous les couleurs de son équipe, la team Sofraise ASP, il remporte en 2013 le championnat de France GT, puis participe plusieurs fois à la légendaire épreuve des 24 heures du Mans, au volant d'une Ferrari 458 Italia. Le petit vénard. Un changement de trajectoire professionnelle radical, mais Barthez a impressionné toutes les personnes du milieu par son professionnalisme, sa rigueur et surtout sa passion. Et c'était loin d'être juste un coup de com'. Barthez a continué plusieurs saisons dans la discipline jusqu'en 2019 avant de prendre du recul pour se concentrer sur la formation de jeunes pilotes et la gestion de son équipe, la Barthez Compétition. Je ne vous apprends rien, quand on est footballeur de haut niveau, on gagne bien sa vie. On rencontre des gens importants, avec des projets ambitieux, et souvent beaucoup d'argent. Durant les 15 ou 20 ans de sa carrière, on a le temps de se créer un réseau professionnel qui peut nous permettre de se lancer dans le business une fois la retraite sportive atteinte. En plus de ça, le monde des affaires et le football professionnel ont des similitudes. Le travail acharné, la résilience, les échecs et le goût du challenge perpétuel. Il existe donc de nombreux footballeurs qui se lancent dans des business divers et variés approchés la trentaine. Et certains, à l'image de Jérémy Boga, l'anticipent bien avant. L'actuel attaquant de l'OGC Nice de 27 ans est déjà investi dans son après-carrière. Il suit même des cours fournis par l'UNFP, le syndicat des joueurs, qui propose donc des formations et des structures spécialisées guidant les footballeurs dans leur démarche pour les aider à s'imaginer leur deuxième vie. Le rêve ultime serait d'ouvrir une chaîne de restaurants, mais je n'ai pas fait d'études là-dedans, confie l'attaquant qui suit des cours depuis plusieurs semaines. Je me suis vite arrêté pour me consacrer au foot à 15-16 ans. C'est parce que j'ai des craintes que je cherche à avoir plus de connaissances, notamment sur l'aspect technique. Plus tu en as, moins tu as de chances d'échouer. D'ailleurs, vous le savez sûrement, mais le premier footballeur qui a buzzé avec ses investissements, c'est monsieur Mathieu Flamini. L'ex-milieu de l'OM et d'Arsenal est PDG d'une société de biochimie depuis 2008. Mathieu Flamini a souvent été présenté comme le footballeur le plus riche du monde et multimilliardaire. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est complètement faux. Alors attention, oui il est riche et il a intégré en 2018 le top 400 des plus grandes fortunes de France établi par le magazine Challenge, mais avec entre gros guillemets seulement 200 millions d'euros de fortune. Très loin des 30 milliards que la presse espagnole et anglaise lui ont loué. Alors comment cela se fait-il? Un journaliste lui a posé la question. Bon, c'est important de rectifier les choses. En fait, il s'agit de la valeur totale du marché que nous souhaitons attaquer grâce aux nouvelles technologies qu'on a développées ces dernières années. Il y a eu un malentendu. C'est comme si on avait donné à un seul restaurant la valeur de l'ensemble du marché de la restauration en France. En gros, les journalistes anglais et espagnols ont raconté n'importe quoi. C'est comme s'ils disaient BR10 a plusieurs milliards d'abonnés parce qu'ils comptabilisaient tous les abonnés des youtubeurs foot et pas seulement ceux de ma chaîne YouTube. Bref, des incompétents. Le second exemple le plus connu des footballeurs businessmen est David Beckham, dont je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo Que sont devenus les anciens joueurs du PSG. L'anglais est richissime et investi dans divers domaines comme les parfums, les montres, les lunettes et les médias par exemple. Il y a également David Ginola, la légende du Paris Saint-Germain et de Première Ligue, qui est un homme d'affaires de renom et qui s'est lancé dans la production de vin. Le Français est très occupé depuis qu'il a quitté le terrain, avec le mannequinat, un passage en danse avec les stars, la fabrication de vin et une candidature ratée à la présidence de la FIFA. Sans compter, bien évidemment, son rôle de consultant chez Canal+, les soirs de Ligue des Champions. Et concernant son business dans la production de vin, Ginola a remporté une médaille d'argent à l'International Wine Challenge pour un rosé qu'il a produit dans son vignoble en Provence en 2008. Bravo El Magnifico, on applaudit. Allez, l'histoire de Ginola m'a inspiré un petit jeu, on va se faire une liste non exhaustive des footballeurs qui travaillent désormais dans le vin ou l'alcool. On a donc David Ginola, Andrés Iniesta, Giroud, David Beckham, Andrea Pirlo, Eric Carrière ou bien le divin chauve Christophe Jallet. Et oui, l'ancien défenseur parisien est un expert, il est même titulaire d'un BTS d'œnologie. Et la famille, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais c'est très rare de voir un footballeur aussi connu que Christophe Jallet avoir un BTS, un bac+2. Il faut dire que le natif de Cognac baigne dans le vin depuis qu'il est tout petit. Ses parents sont vignerons et possèdent 25 hectares à Nercillac, en Charente. Très tôt, il a donc appris à conduire le tracteur familial, à relever les vignes et à couper les greffons. Et en plus de cette activité, j'ai pas peur de le dire, Christophe Jallet est clairement l'un des meilleurs footballeurs en tant que consultant chez Canal, beIN Sport, etc. Il est trop fort. Dans un tout autre registre, on peut également parler de Faustino Asprilla, international colombien et ancien joueur de Newcastle, qui était devenu une star suite à son triplé contre Barcelone en 97. C'est sûrement l'un des footballeurs qui a la reconversion la plus connue à travers le monde, puisqu'il a tout simplement lancé son entreprise de production de capotes.
Eh oui, 2 préservatifs les amis. Dans le même secteur, il y a aussi le Roi Pelé qui était égérie d'une marque de Viagra au Brésil. Si des enfants passent par là, n'hésitez pas à demander à vos parents ce que c'est le Viagra, je pense qu'ils seront ravis de vous l'apprendre. En plus c'est peut-être grâce à ça que vous êtes là, donc voilà, ça ne pose aucun souci je pense. Autre joueur qui est dans le business, c'est Mamadou Sakho qui a investi énormément dans l'immobilier à Dubaï. D'ailleurs la semaine dernière j'ai vu un TikTok passer dans mon feed où c'était Mamadou Sakho qui présentait sa voiture à un journaliste, à un TikToker, et il disait qu'elle valait entre 400 000 et 600 000 euros. Donc je pense que pour lui, le business ça marche très bien. Mais je vous parle pas plus longtemps de Mamadou Sakho parce que je vous en parle souvent sur mes réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, et on va passer de Sakho à Blaise Matuidi parce que c'est une transition assez logique, non ? Blaise Matuidi, lui, a pris un virage totalement business après le foot. Installé aux États-Unis, il s'est lancé dans l'investissement en start-up et ne manque jamais une occasion de mettre son flair entrepreneurial à l'épreuve. Vous l'aviez peut-être même vu en tant que jury sur l'émission de M6 Qui va être mon associé, où il était plutôt excellent. Mais moi, ce qui me régale avec Blaisou, c'est ses posts sur LinkedIn. Comme tout bon entrepreneur, il partage ses réussites, ses échecs, ses questions, etc. Jusque-là, rien d'anormal. Mais ce qui est trop marrant, c'est que Matuidi termine systématiquement ses publications par charo, comme s'il était à la cool sur Instagram, sauf qu'il est sur un réseau professionnel. Certains diront que ça se fait pas et que ça lui fait perdre de la crédibilité, mais perso, je trouve ça assez original et plutôt unique dans le monde des affaires, donc je lui tire mon chapeau. C'est plutôt bien de rester naturel dans ce monde un petit peu de requin. Et en dehors de Matuidi, d'autres champions du monde 2018 comme Griezmann et Varane investissent eux aussi dans des startups, mais en indépendant. Certains, comme Antoine Griezmann, suivent la tendance sans passer par des fonds d'investissement. Le Madrilène a investi directement dans différentes sociétés, notamment Moka Care, une plateforme de prévention en santé mentale au travail. Donc autrement dit, Griezmann investit son argent dans des startups qui ont du sens, et ça c'est tout à son honneur. Bravo Grisou! Certains footballeurs n'ont pas seulement quitté les terrains pour des métiers classiques ou créatifs, mais ont carrément pris le pouvoir ou un chemin spirituel. Et leur carrière après football est parfois encore plus impressionnante que celle qu'ils ont eue sur les terrains. Commençons bien évidemment par l'exemple le plus connu, George Weah, légende du football africain et Ballon d'Or 95. Après avoir brillé au PSG, à l'AC Milan ou encore à Chelsea, Weah a décidé de mettre ses talents et sa notoriété au service de son pays, le Liberia. Parti de rien dans un contexte politique compliqué, il est devenu président du Liberia en 2018, après une longue ascension dans le monde politique. Une trajectoire tout simplement incroyable, c'est quand même une dinguerie, c'est le seul Ballon d'Or africain de l'histoire. Déjà juste un Ballon d'Or c'est une folie, mais lui c'est le seul Ballon d'Or africain de l'histoire, et en plus de ça après il devient président de la République. C'est trop les gars, c'est exceptionnel. Le mec est tout simplement dans un jeu vidéo. Mais c'est pas la seule légende du football qui a fait ce choix de retraite politique, puisqu'il y en a d'autres, comme Romario, vainqueur de la Coupe du Monde 94, qui est membre du Parti Socialiste. Le Brésilien a été élu député, puis sénateur de l'État de Rio, et il est en fonction depuis le 1er février 2015, soit plus de 10 ans. Il y a également Shevchenko, dont je vous parlais tout à l'heure pour le golf. Le Ballon d'Or 2004 s'est présenté aux élections législatives ukrainiennes pour le Parti Socialiste Démocrate en 2012, mais là aussi il a échoué, comme pour sa carrière de golfeur. Le pauvre. Mais l'histoire la plus folle qui mélange foot et politique, c'est sûrement celle de Marouane Chamakh. Et cette anecdote, je la connaissais pas du tout. Mais oui, c'est vrai, la légende des Girondins de Bordeaux a mis un pied en politique. L'international marocain a figuré sur la liste Force Aquitaine de Jean Lassalle. Je vous explique tout. Tout part d'une simple rencontre. Marouane Chamakh se lie d'amitié avec Alain Casabonne, un élu local au milieu des années 2000. Un jour, ce dernier lui propose de dîner avec Jean Lassalle, le député béarnais, connu pour son franc-parler et son accent inimitable. Chamakh n'a foutrement aucune idée de qui c'est, mais il accepte pour son ami Alain Casanov. Et là, c'est le coup de foot politique. En un seul repas, Lassalle le tue de rire comme il le dit lui-même. Il le trouve authentique, passionné et un vrai mec de la campagne, comme lui. Et à la fin du dîner, Chamakh lâche: vas-y Jean, tu peux mettre sur ta liste. À ce moment-là, Chamakh c'est un simple joueur de Ligue 1 et il se rend pas compte que la politique en France c'est très compliqué et que ça peut lui fermer de nombreuses portes. Et dès le lendemain, il se retrouve en une des journaux, sur BFM, sur iTélé. Ça y est, il est officiellement candidat sur la liste Force Aquitaine pour les régionales de 2010. Et en plus de le faire peur lui, il y a un homme que ça panique, c'est le président des Girondins de Bordeaux à ce moment-là, Jean-Louis Triot. Il lui dit: ne te mêle pas de ça Chamakh, reste en dehors de tout ça. Forcément, lui, il avait peur que tout ce brouhaha politique, ça joue sur les performances de son joueur. Mais trop tard, la bombe médiatique a explosé, Jean Lassalle et sa liste feront un score honorable autour de 12%, mais pour Chamakh, c'est la douche froide. Il avoue aujourd'hui encore que c'est le plus gros regret de toute sa vie,
une décision prise après un simple repas et dont il a sous-estimé l'impact. Bref, c'est une histoire complètement loufoque pour un joueur star des Girondins puis d'Arsenal qui se retrouve un petit peu en politique juste parce qu'il a dit oui après un très bon repas, peut-être un petit peu arrosé avec Jean Lassalle qui est un homme très sympathique qui lui a donc un petit peu retourné le cerveau sans s'en rendre compte. Une autre légende du football qui s'est lancée en politique, c'est Sol Campbell, la légende d'Arsenal et de Tottenham. Et oui, Campbell est membre du Parti conservateur et a notamment été partisan du Brexit. Depuis sa retraite, c'est un fervent militant contre le racisme et il a fait la une des journaux lorsqu'il a affirmé que le racisme au sein de la Fédération anglaise de football l'avait empêché de devenir capitaine de l'Angleterre. C'est très triste et ça me rappelle un petit peu l'histoire de Patrice Evra qui disait que les Noirs ne devaient pas s'asseoir à côté des présidents de la République lorsqu'ils venaient en visite à Clairefontaine. Mais le highlight, c'est le 9 juin 2015 lorsqu'il annonce sa candidature pour succéder à Boris Johnson en tant que maire de Londres pour mai 2016. Malheureusement pour lui, il n'aura pas gagné les élections de son parti. Au final, ce qu'on remarque, c'est que la retraite pour les footballeurs, c'est rarement une fin. C'est plutôt le coup d'envoi de la seconde mi-temps de leur vie. Certains vont chercher l'adrénaline ailleurs, sur une scène de concert, sur un plateau de cinéma, ou même sur un ring de catch. D'autres retrouvent une vie normale, derrière un comptoir, sur un chantier ou dans un supermarché. Et puis il y a ceux qui continuent à rêver grand, très grand, à entreprendre, à créer, à inspirer. Parce qu'après tout, ces gars-là ont passé leur vie à se fixer des objectifs et à se battre pour les atteindre. Alors forcément, une fois la carrière terminée, ils ont du mal à rester immobiles. Alors voilà, un jour ça sera aussi mon tour de penser à mon après-carrière, mon après-YouTube. Est-ce que je deviendrai boucher, boulanger ou vendeur de capotes comme Faustino Asprilla peut-être? Je vais y réfléchir, mais en tout cas je suis très loin de la retraite, donc je compte sur vous pour liker la vidéo, la commenter et vous abonner si vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je remercie Unibet d'avoir sponsorisé ce contenu. N'hésitez pas à vous inscrire avec le code BR10, c'est le lien en description pour avoir 10 € offerts sans dépôt et 100 € de bonus pour votre premier pari. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace!